Bonjour. Mon nom est Patrick Yvon, je suis acteur. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler en incarnant un personnage, je vais plutôt vous parler en mon propre nom. C'est très bizarre pour moi d'être ici parce que je ne suis pas très techno et je ne connais pas grand-chose à l'entrepreneuriat non plus. Je suis ici parce que j'ai vécu une expérience l'année dernière qui m'a profondément transformé. Il y a 1 an exactement, Olivier Laquinte, président de Talsom, m'a invité à une retraite de 3 jours dans les Laurentides, avec une quinzaine de personnes. 3 principaux gestionnaires de Talsom, des employés de Talsom et ceux qu'ils appellent affectueusement les amis Talsom. Ceux-là étaient composés d'anciens clients, de hauts dirigeants d'autres entreprises et de moi-même, un pur étranger. Il faut que je vous dise qu'avant d'accepter, je voulais savoir en quoi m'engageaient ces 3 jours. Est-ce que je devais lire sur la compagnie, comprendre le champ d'activité, me familiariser avec un quelconque jargon? Olivier Laquinte m'a dit « Tu lis rien, le moins t'en sais, le mieux c'est. » Je dis « Ouais, mais pourquoi moi, j'ai rien à voir avec ton domaine? » Il dit « Justement, j'ai engagé un spécialiste du design thinking. » J'ai dit « Quoi? Design thinking. » Il dit « Google ça, puis on se reparle. » Sur Wikipédia, le design thinking est une approche de l'innovation et de son management qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Il s'approche beaucoup d'un processus de co-créativité impliquant des retours de l'utilisateur final. Quand j'ai eu fini de lire la définition, je n'étais pas plus avancé, je ne comprenais pas c'était quoi le design thinking. Mais ça a piqué ma curiosité, et ce qui a piqué ma curiosité, c'est le terme co-créativité. Alors, le jour du départ, je me rends chez Talsom, je covoiture avec Olivier, et il me dit Niels Bilou va embarquer avec nous. J'ai dit Niels qui? Niels Bilou est un spécialiste du design thinking. Sa feuille de route en dit long. Mais à ce moment-là, je ne sais pas, puis je suis méfiant. Alors, Niels arrive, on se présente, et puis on part. Sur le chemin, on parle de tout, de rien, de notre famille, du travail, de notre vision de la vie, bref. Et je me rends compte que Niels a une très bonne écoute. Et pour l'acteur que je suis et qui aime parler, ça me met en confiance. Alors, arrivé à destination, on décharge la voiture, on prend possession de nos chambres, puis on rencontre vitement les autres participants aux 3 jours. Et ensuite de ça, on va se coucher. Et là, il y a quelqu'un qui dit « Mettez vos alarmes, demain, la journée commence à 8 heures. » 8 heures, shit. OK, je suis venu ici pour travailler, ça ne sera pas des vacances. Le lendemain matin, je me lève 7 heures, je déjeune, et je sens que l'atmosphère est inconfortable. Il y en a qui se connaissent dans le groupe, les employés de Talsom, mais pas en dehors du cadre du bureau. Les autres savent plus ou moins où se mettre. Moi, je cherche Olivier qui discute de stratégie avec un président de je ne sais pas quoi. Et là, les gens commencent à me poser des questions pour savoir qui je suis puis ce que je fais là. Et moi, j'ai envie de répondre que je ne suis plus très sûr ni de l'un ni de l'autre. Comme en ce moment, d'ailleurs. Alors, Niels Bilou intervient, il est 8 heures, il nous rassemble tous puis nous demande de nous présenter. Après le tour de table, je me rends compte que je suis le seul artiste de la gang. Ensuite de ça, il nous demande de nous jumeler avec quelqu'un d'autre, de lui poser des questions, puis de dessiner sur un post-it un genre de totem qui représenterait notre partenaire. Tout le monde se prête au jeu, même les patrons. Et en regardant les croquis, on se rend compte qu'il y en a une gang qui n'ont pas dessiné depuis la maternelle. Alors Niels saute sur l'occasion puis il nous dit « Aujourd'hui, on doit retrouver notre créativité. » La créativité. Celle qu'on utilise justement quand on est enfant et qu'on ne juge pas et qu'on ne brime pas. Et il sépare tout le groupe en 4 équipes. Il appuie sur la console de son derrière lui. Il commence à faire jouer des grands succès du disco. À ce moment-là, la synergie du groupe change du tout au tout. Nos pupilles se dilatent, nos corps s'animent, nos cerveaux s'enflamment. On dirait que le fait de sortir chacun de sa zone de confort élimine la hiérarchie, élimine les différences. Alors là, on dispose des cartons de couleur, des crayons de feutre, des marqueurs, des ciseaux,
des post-it sur des tables autour desquelles chaque équipe se rassemble pour échanger, discuter des différentes activités proposées par Niels. On commence à déconstruire Talsom. On commence à essayer de retourner aux confins de l'existence de Talsom, à son qui, à son pourquoi, où, quand, comment. En 3 jours, on doit retrouver la créativité de Talsom et lui redonner une mission pour le futur. 3 jours. C'est pas beaucoup, vous allez me dire. Et vous avez entièrement raison, c'est très peu. Mais c'est possible. Et comment? Grâce à la co-créativité. Grâce aux amis, aux collaborateurs, aux alliés, à ceux en qui on a confiance au jugement. Et c'est là le génie du design thinking. C'est qu'en réunissant des gens qui viennent de différents horizons, différentes cultures de travail, on est d'autant plus susceptible d'offrir d'autres questions et d'autres façons, d'autres solutions à un même problème. Comme si on pouvait couvrir tous les angles du problème d'un seul coup. Et pensez-y, quand on y pense, c'est très logique. Toutes les grandes réalisations, qu'elles soient végétales, humaines, animales, sont le fruit de vastes coopérations d'amis. Pendant ces 3 jours, à travailler sans s'en rendre compte, on a tous réalisé qu'on faisait partie d'un ensemble plus grand que chacun de nous, auquel on offrait sans orgueil le meilleur de nous-mêmes pour le bien de tous. Moi, je n'étais plus un outsider à la fin. Je participais moi aussi aux solutions et à l'élaboration d'idées novatrices pour le futur de Talsom. Ces 3 jours m'ont profondément marqué, transformé. Et ce que je retiens le plus de toute cette expérience, ensemble, on peut faire une grande différence. Si on reste ouvert, si on est à l'écoute et si on s'entoure de gens inspirants comme nous tous ici. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Maintenant, j'aimerais inviter mon voisin, mais surtout mon ami, Olivier Laquinte. Merci, Pat. Alors, bonjour tout le monde. Pat nous a parlé de sa transformation, de la transformation qu'il a vécue. Moi, je vais vous parler de notre transformation, de l'histoire de cette transformation-là. Parce que justement, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi, alors que, somme toute, tout allait bien chez nous, on a décidé de se lancer dans une démarche de transformation? En fait, ça a commencé en janvier 2017. Pendant un de nos comités aviseurs, il y a un des membres de ce comité-là, Éric Marceau, l'ancien chef des finances du Cirque du Soleil, qui, pendant la rencontre, me regarde et dit « Olivier, il dit, es-tu satisfait des résultats? » Et là, candidement, j'ai répondu « Ouais, pas vraiment. » Je dis « Je suis satisfait de notre croissance, mais pas tant de nos profits. J'ai l'impression qu'on devrait en faire plus, j'ai l'impression qu'on devrait faire plus d'argent. » Et à ce moment-là, il a dit « Ah ouais? Mais justement, votre croissance, pourquoi? Pourquoi vous voulez grossir à ce point-là? À quoi ça sert? What's next? » Et là, silence. Je l'ai regardé. Je ne savais pas vraiment quoi répondre. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est à cause de mon ego? Est-ce que c'est à cause de l'ego de mes partenaires, l'ego de mes employés? Puis là, je me suis dit, non, c'est pas ça. En 2015, on a fait une retraite stratégique. Et à ce moment-là, on avait identifié que ce qu'on voulait, c'était devenir la référence en termes d'introduction de nouvelles technologies pour les dirigeants au Québec. Et pour faire ça, un des éléments clés, c'était d'avoir une masse critique, une équipe importante. Ça me semblait logique, mais en me faisant poser la question, 2 ans plus tard, c'était plus si évident que ça. En fait, est-ce qu'effectivement, on avait besoin d'avoir une certaine masse critique pour avoir de la crédibilité? Et ensuite de ça, est-ce qu'on était en train d'atteindre notre objectif? Encore là, je n'avais pas trop les réponses, mais j'ai entrepris de trouver la solution. Donc, je mobilise l'équipe de direction Charlevoix, on s'en va à 3 jours, retraite stratégique, un agenda clair, des objectifs clairs. Au menu, on va revoir le marché, revoir l'industrie, analyser notre mission, notre vision. Après 3 jours de discussions formelles et informelles, on a la réponse « Oui, c'est bon, on va atteindre notre objectif.
Dossier clos, on fait nos bagages, on retourne à Montréal. 10 minutes après être parti, je commence à avoir des doutes. Je commence à me dire, est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Est-ce qu'on est en fait capable de se poser les bonnes questions? Si je m'enferme pendant 3 jours avec les gens à qui je parle 3 fois par jour depuis des années, et que j'adore en passant, est-ce qu'on est vraiment capable de se remettre en question? Et aussi, je commence à me dire, est-ce que j'ai le goût de courir après un chiffre d'affaires? Est-ce que ça me tente de me lever chaque matin pour essentiellement monter mon fameux top line? En arrivant à Montréal, j'avais ma réponse, c'était non. Non, je ne pense pas qu'on s'est posé les bonnes questions. Puis non, ça ne me tente pas de me lever le matin pour ça. Mais bon, la vie continue. Le lendemain, la croissance, les embauches, les projets. Le fruit de la réflexion est là. Mais comme je ne sais pas trop quoi faire avec, je le mets de côté, puis la vie continue. Maintenant, une couple de semaines plus tard, je suis sur Facebook et je vois passer sur mon fil une formation sur le design thinking. Ça m'accroche parce que j'ai entendu le terme et donc je regarde, je clique, la formation se donne au HEC, ça rentre dans mon agenda, parfait, je m'inscris. Je me présente le matin un peu réticent. Il faut savoir, je suis d'un naturel introverti, puis moi, des formations post-it, pelletage de nuages en groupe, là, c'est pas trop mon bag. Mais quand je rentre dans la salle, il y a comme une vibe différente. Je me sens plus dans mon élément, je me sens plus sur mon X. Alors, la formation commence. On design un porte-monnaie. L'objectif étant de designer le portefeuille idéal pour nous. Ensuite de ça, la personne avec qui on est jumelé va avoir compris, après nous avoir posé des questions sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aime. Et la première surprise, moi, essentiellement, j'ai designé un portefeuille qui était un étui à cellulaire dans lequel je pouvais mettre une coupe de cartes. Mais la personne avec qui j'étais jumelé m'a présenté un vrai porte-monnaie en bonne et due forme, certes dans lequel je peux mettre des trucs, une coupe de gadgets de sport, mais surtout, quand je l'ouvrais, il y avait une image interactive, un hologramme en fait, qui apparaissait avec une image de ma famille que je pouvais regarder quand je voyage, puis que, ultimement, je commence toujours à m'ennuyer. Et là, j'ai comme eu un déclic. Je me suis dit, est-ce que c'est possible que ce qu'on dit qu'on veut n'est pas toujours nécessairement ce dont on a besoin? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir la réponse à la question d'Éric Marceau, qui au fil du temps s'était transformé en « Pourquoi tu as le somme?», mais aussi « Pourquoi est-ce que je me lève le matin? » La formation continue, je ne m'en cacherai pas, j'ai adoré ça. Et je sors de là complètement survolté. J'appelle mes partenaires et je dis « Hey, je vous avais dit que je me cherchais un peu, mais là, j'ai découvert quelque chose. Je pense qu'une compagnie comme la nôtre, avec le savoir qu'on a et surtout avec l'équipe qu'on a, on est capable de faire une réelle différence dans la société et dans les communautés. Je pense que si on est capable d'aider les entreprises à se transformer numériquement, bien, on est capable, oui, de les aider à mieux performer, mais on est surtout capable peut-être de les empêcher de fermer, peut-être de les empêcher de déménager, d'empêcher les jeunes qui, eux, ont des opportunités dans certaines régions de quitter les régions et peut-être de quitter le Québec éventuellement. Je pense qu'on est capable de faire une réelle différence puis qu'on va faire une réelle différence. En fait, on est capable de créer un impact positif à travers les gens, l'innovation et les technologies. Bâtir une compagnie qui fait ça, ça me tente, vous autres. J'ai été chanceux, ils ont dit oui, il n'y a personne qui a quitté. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bien, OK, on va y aller all-in. J'ai dit, on va inviter nos clients, on va inviter notre comité aviseur, on va inviter nos employés, puis on va inviter du monde qui ne connaisse rien à ce qu'on fait. Parce qu'il faut qu'on arrête de prêcher entre convertis. On va ouvrir notre kimono un peu, comme m'a déjà dit un de mes clients, sans se figurer. On va engager le gars en design thinking que j'ai vu, vous allez voir, il est sharp, ça va bien fitter. Et nous voilà partis pour la session dont Patrick nous a parlé. À la fin des 3 jours, une nouvelle mission, une nouvelle vision, une nouvelle offre de service, une nouvelle structure, mais surtout, un nouveau mindset. Un nouveau mindset basé sur l'empathie. L'empathie qui nous permettait de mieux nous écouter nous-mêmes, mais aussi de mieux écouter nos clients, être à l'écoute de nos clients pour ensuite de ça mieux les aider. Maintenant, pourquoi je vous ai raconté tout ça? Parce qu'en fait, la transformation numérique, c'est comme n'importe quelle autre transformation. Pour qu'elle soit durable, il faut s'assurer qu'elle va répondre à un besoin réel.
Pour certains d'entre vous, la transformation numérique, ça va être d'automatiser votre chaîne d'approvisionnement. Pour d'autres, ça va être de créer des nouveaux services, des nouveaux produits, un nouveau canal de vente. Mais c'est important de réfléchir à la transformation numérique en fonction de vos forces, vos faiblesses, votre écosystème. C'est Einstein qui a dit à un moment donné, « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème dont ma vie dépendrait, je passerais 55 minutes à réfléchir à la question et 5 minutes à réfléchir aux solutions. » Et c'est ça la transformation numérique. En même temps, et paradoxalement, la transformation numérique, même si elle nous projette dans le futur, répond à 2 vieilles règles de gestion, selon moi. Premièrement, on ne peut pas faire progresser ce qu'on ne mesure pas. Et deuxièmement, on ne peut pas mesurer ce qu'on ne définit pas. En gros, si on ne sait pas où on s'en va, on n'y arrivera jamais. Et c'est pour ça que de définir la cible, mais la bonne cible numérique, nous semble essentiel. Et à ce moment, je vais inviter mon collègue Niels Bilou à vous expliquer comment on considère qu'il y a 2-3 éléments primordiaux pour être capable d'identifier justement cette cible-là, votre cible. Niels, the floor is yours. Thank you, Olivier and Patrick, for that fantastic introduction. So I have been in the design thinking space for the last 15 years. And it's amazing to me to see the hype that design thinking has generated right now. I mean, everybody is getting into design thinking, even IBM. So what is design thinking about? And how can we really leverage it to make the most of transformation, digital or otherwise? So design thinking has this sequence of steps that you go through, starting with empathy and going all the way to testing and actually putting your ideas into the market. Now, a lot of people think that there's some magic here, that you just sprinkle some magic dust and you follow these steps, and voila, we get the most amazing innovation out there. Well, I'm here to tell you that it's actually not quite magic dust. It's a lot of hard work, and when done properly, design thinking is magic. In the 15 years that I've been working on it, I've seen the power of it all over the world, in industries, in government, in the not-for-profit sector. So, let me share with you a little bit what's the real magic behind the process. When we talk about design thinking, we have to start with actually what are the values of design thinking. The values are the mindset, the way that we look at the world. And we look at the world in the design thinking way very, very differently. It starts with empathy, which I will get into a little bit later on. But it starts also with not defining the problem right away, with going out to the users and being inspired by them. It takes a team, a multidisciplinary team, from different perspectives that can look at the same issue and yet come out with different ideas for it. It's got to be a team that is very willing to shake up the status quo, and a team that it has a very high tolerance for ambiguity, because innovation is by its nature unknown and messy. Of course, because of that, as you go through the process of design thinking, you're going to fail. And in design thinking, the mindset is that failure is not a bad thing. Failure, in fact, is a good thing as long as you fail early, you fail fast, and the CFOs in here will like that, you fail cheap. But I want to go back to empathy, because empathy is one of those values that, in fact, it's more than a value. It's hardwired into us as human beings. Human beings and other higher level mammals have empathy. And that's because of the way our brain is actually set up. Our brain, to give you a very quick lesson in neurobiology, has 3 parts to it.
there is the core of our brain, which is called the reptilian brain. That is what drives our instincts, and in fact, was essential for our survival. Then if you skip a level and you go up, we've got the neocortex. That's the part of the brain that allows us to actually think of higher level thoughts and to have abstract ideas. But in between those two, there's what's called the limbic brain. The limbic brain is where our emotions reside. It's where our memories reside. And actually, it's the limbic brain that connects the reptilian and our neocortex to make us these much higher functioning animals than the rest of the animals that we see out there. Now, the limbic brain is actually where our empathy comes from. Empathy is being able to see and feel what somebody else sees and feels. And biologists did a very interesting experiment where they looked at what parts of our brain light up when we do an activity. And then they took other observers of that activity and looked at the part of the brain that lights up when they are just watching the other activity. And what they saw was that the same part of the brain lit up in human beings. They call this mirror neurons. It's this ability for us to actually mirror what's going on in somebody else, to actually feel what's going on in someone else. And this, by the way, is absolutely critical to our learning, because we look at other people and we look at what they're doing, and our mirror neurons help create those pathways for us to learn. So let me give you an example of empathy in action, a couple different scenarios, just to bring that to life for you. So imagine someone goes into a hardware store and sees the clerk and says, "I would like to hang a painting." And in this first hardware store, the salesperson says, "Well, yes, we have just the thing for you. We have the A2120 drill, and it costs $29.99. Here you go." So our user takes the drill and hopefully hangs up the painting. Now, our user goes into a second hardware store, and in that second hardware store, asks for the same thing. "I'm looking to hang a painting." And the person asks, "Well, where do you want to hang this painting? Do you want to hang it in your living room, in your bathroom? What kind of wall do you want to hang it in on?" And according to the response, then they would say, "Well, maybe you need a drill, maybe you need some adhesives, or maybe you just need a nail." Now, the third hardware store that our user goes into actually has someone who's kind of been trained in design thinking. And when the person says, "I would like to hang a painting," the salesperson responds with, "Why do you want to hang a painting?" "Oh, it's the painting that I bought on my trip to Paris. And I had this wonderful time in Paris. I would wake up in the mornings and I would go out. I would sit in this cafe by the Seine. I would have my coffee and my croissant. And this painting was with these artists who were on the Seine. And it just reminds me of that." So then the person says, "Well, we have just the thing for you to recreate that experience. We have here our French coffee maker that can have the exact smell of that French espresso, as well as our croissant maker, which will bring into your home the smells that you had. And for your painting, we actually have this very new digital painting scanner where we can put in all of your pictures, including your painting, and it will constantly revolve and make you feel like you're back living your experience." Now, that was a kind of a made-up example here, but let me bring a real example to you, which is quite recent. One of the largest cases of digital transformation, which cost about $1 billion, and this was with the Walt Disney Company. So back in the middle of the 2000s, Disneyland resorts were in fact not doing so well.
They had started to lose the magic that Walt Disney insisted on. The wait times for rides were super high. Everything was expensive. People were running around, getting lost. It was a place where people left, particularly the parents, more frustrated than delighted. Well, the people at Disneyland decided this is not how we're going to go forward. So they embarked on reimagining, reinventing the experience, the vacation experience for the 21st century. And the first thing they did was they brought together this multidisciplinary team from people all over the company. They brought people from the outside of the company. They gave them a space, and they gave them the mandate to go and experience what people were experiencing. So for the next few months, this team went through all the pain that the Walt Disney goers were experiencing. And through that, those insights, they came back and they started coming up with some ideas. And with those ideas, they started to make prototypes. And what they came out with, those of you who've been to Disney, is the Disney Magic Band. The Disney Magic Band combined with an army of sensors and software and Internet of Things around Disney World makes the Disney experience magical again. From the moment that you get your Disney band, your Magic Band in the mail, which has your name on it, you go and you sign up for the platform. When you arrive at the airport, there's a Magic Band for your luggage. You simply scan at a Mickey Mouse icon. Your luggage is taken care of. You go and be transported into Disneyland, and you do not have to touch anything anymore. You just have it in your band. Your itinerary is set out for you. You can book the rides that you want. And a particularly delightful experience you can have is when you go to a restaurant, which they call Be My Guest, Be Our Guest. You pre-order your food. When you get there, they greet you by name and they ask you to sit wherever you want. And you go, well, wait a minute, how do they know where to bring the food? But a series of sensors is triangulating where you are, and your food arrives no matter where you're sitting. Disney embarked on this about 6 or 7 years ago. They continue to iterate on it, but what they have created now is this magical experience. Because what was happening was that the experience at Disneyland was just transactions and full of friction. And now it's once again become this seamless experience of magic and delight. A true case of transformation where technology was not the purpose. Empathy for the people who came, who were spending their hard-earned money to create a lasting memory for themselves and their family. And this, for me, shows the power of design thinking and the power of empathy. When you start to look at the world through the eyes of someone else, when you start to look at how you can help them, when that limbic part of your brain is fully engaged, then what you have is the power of technology and the purpose of design thinking to make a transformational experience that can create not only better products and better experiences, but better societies, better organizations, and a better world for all of us. I'll now hand it over to Olivier for the last words. Donc, en fait, je vais juste finir avec ça. Le nom de la conférence, c'est Connexion. Et la transformation numérique, quand on y pense, il n'y a personne ici qui a toutes les réponses. Ensemble, par contre, je crois fondamentalement qu'on les a toutes. Que vous soyez une entreprise utilisatrice de la technologie, que vous soyez un fournisseur de services ou de technologie, je pense que la mission qu'il faut tous qu'on se donne pendant la prochaine journée et demie, c'est d'essayer justement de se connaître et de comprendre comment on peut être complémentaires les uns aux autres pour ensuite de ça, être réellement capable de transformer l'ensemble de nos organisations.
Sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés et bonne fin de journée.